Pourquoi l'immobilier physique est un boulet, mais un boulet nécessaire? Ça va être la question du jour, question qui fait suite aux commentaires de Elemaïr 9210 qui me dit: peux-tu faire une vidéo pour expliquer pourquoi avoir un appartement en France est un boulet au pied? Avoir un appartement en France ou avoir un appartement en Thaïlande, ça reste un boulet. Où qu'il soit, l'immobilier physique est un boulet. Moi j'ai des appartements donc, à Paris et en Thaïlande et c'est à peu près le même principe et c'est à peu près les mêmes problèmes. Donc ça me prend énormément de temps à gérer. Ce sont mes investissements les moins passifs et aussi les moins rentables. Voilà. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes qui sont récurrents. Même si j'ai mis des agences pour tout gérer, en fait, les agences savent gérer un certain type de problème, mais il y a d'autres problèmes qu'elles ne savent pas gérer. Il y a beaucoup de problèmes qui sont inédits, c'est-à-dire des nouveaux problèmes. Faut réfléchir, faut trouver des solutions. Et les agences, en fait, elles ont des limites. Donc, je vais te donner un échantillon des problèmes que j'ai pu rencontrer ces dernières années. Et des problèmes que j'ai actuellement d'ailleurs sur certains de mes appartements. Mais je garde malgré tout mes appartements, mes petits boulets. Je les garde encore et je t'expliquerai pourquoi en fin de vidéo. Pourquoi je m'inflige cette souffrance qui ne me rapporte pas grand-chose en définitive au regard de l'argent qui est immobilisé dans tous ces appartements. Alors, les problèmes que j'ai, des problèmes inédits, des problèmes quasiment insolubles. Là, en ce moment, par exemple, en Thaïlande, j'ai un de mes locataires qui posait beaucoup de problèmes. Donc là, ça y est, il va partir après 1 an. Donc, l'agence a décidé d'un commun accord avec moi de ne pas renouveler son contrat de location. Donc, il est resté 1 an. Espérons qu'il sorte. Gentiment, sans faire d'histoire. Donc le problème qu'il y a dans cet appartement, c'est un problème de pigeons en fait. Sur la terrasse, en fait, il y a des pigeons. Et en fait, les nettoyeuses, les agents d'entretien n'arrivent pas à nettoyer en fait tous les cacas de pigeons qu'il y a sur cette terrasse. Pourquoi? Parce qu'une famille de pigeons a élu domicile sur la terrasse. Et il est quasiment impossible de les déloger. Même s'ils ne payent pas de loyer, parce qu'en fait, ils se sont mis sous un système d'air conditionné qui est situé sur la terrasse, et c'est un coin qui est quasiment inaccessible. Donc il y a un nid, il y a une famille, voilà. Alors je connaissais le problème, honnêtement, j'ai rencontré le problème quand je suis arrivé dans l'appartement. Ils sont revenus, on les a virés, on les a délogés plusieurs fois, ils sont revenus, ils reviennent sans cesse. Voilà, et donc ils vivent là en fait, c'est leur maison. Donc faudrait en fait enlever le système d'air conditionné, faudrait installer des filets, faudrait mettre vraiment des systèmes en place. Et c'est compliqué, l'agence veut pas s'en charger. Ils m'ont dit on n'a pas les. Parce que, ou bien faudrait monter carrément sur le système d'air conditionné, mais il y a toujours un risque de tomber en fait. Et voilà. Donc voilà, c'est ce type de problème. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre récemment? J'ai eu alors ça c'est les problèmes récurrents, les problèmes de dégâts des eaux. Mais en fait il y a dégâts des eaux et dégâts des eaux. J'ai eu un dégât des eaux, 2 dégâts des eaux sur le même appartement sur une période de 15 jours. Ça a pulvérisé intégralement en fait mon parquet et il y a un locataire à l'intérieur. Donc ça c'est très compliqué à gérer parce que en fait l'appartement devient tout de suite inhabitable. Il y avait des montagnes de parquet, on ne pouvait même plus marcher. Le locataire vivait dans une piscine. Donc ça faut gérer, tu vois, l'agence elle va essayer de faire les constats, faire les machins, donner les clés pour que les gens. Voilà, mais il faut en faire évacuer en fait le locataire. Donc faut qu'il accepte l'évacuation. Donc faut négocier avec lui. Parce qu'en France, un proprio comme ça, je me demande même si je suis pas obligé de reloger le gars. Je peux pas reloger, j'ai pas un empire immobilier avec des appartements disponibles. Donc c'est tout de suite problématique.
J'ai eu plein de problèmes comme ça. Alors j'ai eu des problèmes aussi où j'ai vu d'autres proprios, c'est-à-dire où j'étais locataire, par exemple quand j'étais à Londres. C'est pour ça que c'est vraiment pas une question de localisation, hein, ça arrive partout. L'immobilier physique, l'investissement locatif en immobilier physique, c'est juste une cata. Là, il y avait eu un dégât des eaux aussi, mais ils n'arrivaient pas à trouver la fuite. Ils ont mis 6 mois en fait à trouver la fuite, ils ont dû envoyer une quinzaine de plombiers. En fait, elle était située dans une zone intermédiaire entre deux appartements. Donc c'est pour ça qu'en fait, ne trouvais pas. Donc j'ai vécu dans une piscine. Vous imaginez les conflits avec les proprios, c'est une cata totale. Ça, des trucs comme ça, hein, vous savez, dégâts des eaux et tout, appartements inhabitables, vous pouvez avoir un locataire qui arrête de payer. Hein. Qu'est-ce que j'ai eu? Alors j'ai un appartement à Paris, dans le 15e, avec un jardin privatif. Ouais, un beau jardin. Il doit faire, je sais pas, peut-être une quinzaine, une vingtaine de mètres carrés. C'est très rare. Voilà. Jouissance privative du jardin, donc c'est comme si c'était ma propriété en fait. Sauf qu'à un moment donné, il y a eu toujours un dégât des eaux dans le parking en dessous. Donc ils ont recherché en fait l'origine de la fuite, et pour rechercher l'origine de la fuite, il va falloir creuser. Donc ils ont creusé en fait dans mon jardin. Sauf que la nana qui avait pris l'appartement, elle avait pris pour avoir un jardin, pas pour avoir une fosse. Parce que quand ils ont creusé, ils n'ont pas creusé seulement 30 cm, ils ont creusé 1 mètre, ils ont creusé 2 mètres, ils ont creusé. Et elle m'a dit, si je tombe, je fais une chute. Jusqu'à ce qu'ils découvrent en fait que le parking n'était pas en dessous de mon jardin. Donc ils auraient pu creuser des kilomètres, que ça n'aurait rien changé. Ça, c'est la vie d'un investisseur locatif. Vous imaginez les problèmes, les conflits. Qu'est-ce qu'elle m'avait demandé? Elle m'a dit, écoutez, vu que j'ai plus de jardin et que c'est horrible, c'est vrai que c'est moche, tu te lèves tous les matins et tu as l'impression de faire face à un cimetière, quoi, une tombe, et voilà, quoi. Elle m'a dit, on divise le loyer par 2. Voilà la demande du locataire. Comment vous répondez à ça? Comment vous évaluez le préjudice réel de ne plus avoir de jardin? Attention, hein, on est en France, hein. C'est pas des travaux qui durent 15 jours, des travaux qui durent 2 ans. Et ça, vous comprenez bien qu'à un moment donné, ça retombe sur vous. Je veux dire, la locataire se plaint à l'agence vous raconte l'histoire et vous dit qu'est-ce qu'on fait? C'est même la stratégie à employer. L'agence, elle veut pas s'immiscer. Elle veut pas être responsable de rien. Elle dit, dites-nous comment vous voulez qu'on réponde à un tel truc, quoi. Sans compter, évidemment, les risques toujours présents, risques de loyer impayé en France, les risques de squat aussi. Mais des problèmes, il peut y avoir des problèmes plus graves. Hein. Là, je vois par exemple en Thaïlande, l'électricité, c'est payé par... Les factures sont au nom du propriétaire. C'est pas au nom, il n'y a pas de transfert, par exemple, comme en France, c'est-à-dire je loue à un locataire, le locataire va appeler EDF et va mettre l'électricité à son nom. C'est pas comme ça en fait en Thaïlande. En Thaïlande, c'est le propriétaire qui garde, mais c'est le locataire qui doit payer. Il reçoit dans sa boîte aux lettres et il doit payer au 7-Eleven son électricité, sinon son électricité est coupée. Mon locataire n'a pas payé. Ok ? Et ils ont fini, au bout de 2 mois, par couper l'électricité. Et il s'est réveillé, sachant qu'il a des maladies et tout, et il a des médicaments qui sont dans le frigidaire, qui doivent être à des températures très basses. Donc imaginez qu'à cause d'une électricité, d'une facture impayée, ils prennent des médicaments et qu'il y ait de graves problèmes. Sur qui ça va retomber? Parce que légalement, les factures, elles sont à mon nom. Hein. C'est moi qui ai la dette vis-à-vis de l'électricité. En définitive, le mec se barre et ne paye pas l'électricité, c'est sur moi. Hein. Ça va très très vite, hein, les problèmes. Qu'est-ce que j'ai eu? Ah tiens, ça j'ai un autre problème que j'ai actuellement sur un appartement à Paris. En fait, il y a une entreprise qui détient plus de 51% des parts d'un immeuble et de plusieurs immeubles énormes qui forment en fait la copropriété. Sauf qu'ils ont arrêté de payer leurs charges.
C'est le même appartement, il est maudit cet appartement. C'est le même appartement avec le jardin, le machin. Cet appartement, c'est celui qui me pose le plus de problèmes. Il me pose plus de problèmes que tous les autres appartements réunis. Donc il a arrêté. Voilà. Donc il y a un procès avec le syndic, machin, enfin vous imaginez les années qui vont passer, etc. Et pendant ce temps-là, soit les immeubles se dégradent, soit ce sont les autres copropriétaires qui vont devoir payer à la place de ce copropriétaire véreux. Voilà. J'ai tout le temps des problèmes, hein. C'est genre tous les 15 jours, il y a un truc. Hein. Qu'est-ce que j'ai eu? Tiens, des syndics qui se plaignent de nuisances sonores de mes locataires. Vous allez me dire, qu'est-ce que t'en as à foutre, c'est la responsabilité du locataire. Faux, pas en France. En France, le propriétaire est aussi responsable. C'est-à-dire que si je suis notifié de nuisances sonores et que je ne fais rien à l'encontre de mon locataire, derrière, s'il y a des conséquences, je sais pas, par exemple, une nana dit qu'elle a, une des voisines dit qu'elle a perdu son travail à cause de nuisances sonores de mon locataire, et que c'est à cause du propriétaire qui n'a pas fait les mesures, c'est-à-dire en fait le notifier, mise en demeure et virer, expulser mon locataire qui fait du bruit, elle peut me demander des dommages et intérêts. Voilà. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu un robinet de mon locataire qui produisait un sifflement dans un autre appartement. Ça a duré des années cette histoire. Et ils ont essayé de me forcer à changer tout, de refaire tous les robinets et tous les trucs. Incroyable. Je recevais des mails toutes les semaines. La personne ne pouvait pas dormir en fait, parce que mon locataire, dès qu'il ouvrait le robinet, genre à 5h du matin, ça produisait un sifflement dans l'autre appartement. Faudrait faire des études d'ingénierie pour essayer de comprendre d'où vient le sifflement. C'est extrêmement complexe, tout est compliqué, c'est des vieux immeubles, des vieux trucs, c'est pas simple. Tout ça, c'est des problèmes inédits. Et je suis sûr que d'autres investisseurs locatifs, mettez en commentaire les types de problèmes que vous avez eus. C'est souvent des trucs, mais complètement insolites en fait. Tiens, je vous en donne un autre. Alors celui-là est énorme. Singapour. Comme quoi, c'est vraiment pas une question de lieu. Je louais une maison à Singapour. Et entre 1h du matin et 4h du matin, coupure d'électricité. Tous les jours. Et ça se remet pas. C'est-à-dire coupure, c'est-à-dire shutdown complet de l'électricité. Comment faire? Parce que tu arrives le matin, le frigidaire, il est chaud, machin, tout est pourri. Et le gars, en fait, c'est le propriétaire qui a pris en charge ce problème. J'ai regardé comment il a fait, mais il a vraiment mis une intelligence incroyable. Il m'a dit voilà, on va procéder par dichotomie, on va isoler chacune des phases, des chambres de machin. Vous allez éteindre chacune des chambres, chacun des éléments, un par un. Et on va trouver celui, parce que selon lui, il y en avait un, qui générait en fait le shutdown. Intelligent le gars. Mais il fallait le faire, parce qu'il me dit, il y en a pour 15 jours. Mais on va trouver. Et on a trouvé. Et on n'aurait jamais trouvé si on n'avait pas pris en charge le truc. Une agence ne peut pas mettre en place un système comme ça. Et en fait, ça venait du frigidaire, tout neuf, qui produisait une surchauffe, machin, et c'est tout. Incroyable. Fallait le trouver. Moi, j'aurais jamais trouvé. Hein. Qu'est-ce que j'ai eu? Ah oui, j'avais acheté un appartement où on m'avait, au moment de l'achat, il y avait un vice. Le vice, c'était que la voisine était une malade psychiatrique qui poussait des hurlements tous les jours à la même heure à 3h du matin. J'ai eu ça. Alors moi, quand j'ai acheté, j'ai rigolé. Je me dis, je m'en fous. Ça sera le problème du locataire. En plus, ça doit être des conneries, etc. Je mets en location l'appartement. Et au bout d'une semaine, je reçois un message de mon locataire. Écoutez, il y a un problème. À 3h du matin. Et moi, j'ai fait « Ah bon? Comme c'est étrange !» J'ai fait semblant que j'étais pas au courant. Je vous dis pas comment j'ai résolu ce problème. Hein. Mais c'était très très chaud. Hein. C'est invivable. Hein. Le moindre truc fait que tout devient invivable. Et puis, il faut pas oublier que... tu vois, moi, ma vie, elle est en Asie du Sud-Est. Donc...
Là en ce moment je suis en Thaïlande, je suis à 10 000 km de mes investissements en France. Donc ça veut dire, si je dois rentrer pour X ou Y raison, il y en a pour 15 heures de vol. Hein. Entre déjà le temps d'aller à Bangkok, ensuite Bangkok machin, ensuite bidule, ensuite je vais pas prendre un vol direct, ça coûte trop cher. Et ça coûte de l'argent. Je veux dire, faire un Bangkok-Paris, bah c'est un mois de loyer. Hein. Et en plus le traumatisme de revenir en France. Et en plus, qu'est-ce que je pourrais faire? Rien. Les autres problèmes qui font que c'est des boulets, c'est le temps de déclaration. Déclaration, donc moi j'ai des locations meublées au régime réel, j'ai des locations nues au régime réel, et le temps de déclaration n'est pas négligeable, même si je commence à avoir l'habitude, parce que ça fait des années maintenant. Mais pour faire en location meublée au régime réel, il faut faire un bilan, un compte de résultats, les amortissements, les immobilisations, donc les formulaires 2033, 2031, c'est vraiment fastidieux en fait. Location nue, c'est plus rapide, mais il faut aussi récupérer toutes les charges de l'année, etc., etc. C'est lourd, c'est lourd. En Thaïlande aussi, c'est lourd, c'est un boulet. En Thaïlande, vous savez, il y a 2 déclarations carrément pour les revenus locatifs. Je sais que beaucoup ne déclarent rien du tout, mais bon, moi je suis dans les clous. Et donc en fait, il y a 2 déclarations, une déclaration à 6 mois et ensuite une déclaration pour l'exercice complet. Voilà. Voilà les amis, donc et ça c'est juste un tout petit échantillon des problèmes que j'ai rencontrés et que j'ai toujours actuellement. Alors pourquoi? Pourquoi porter cette croix? Pourquoi traîner ce boulet au pied? En fait, à un moment donné, moi je voulais revendre une partie, m'alléger de mon immobilier physique. Et je reviens un petit peu là-dessus ces derniers temps, suite en fait au blocage abusif des comptes. J'ai pas eu de trucs gravissimes, mais j'ai quand même été très fortement sensibilisé du fait de mon blocage de compte en Thaïlande ou bien des demandes intempestives de certaines banques en France qui te demandent des origines de fonds, etc. et qu'ils n'arrivent pas, c'est des robots, et tu te dis, oh là là, ça risque de bloquer à n'importe quel moment. Et puis surtout, en fait, j'ai vu toutes les personnes autour de moi qui ont des comptes bloqués, des fonds gelés, et qui doivent se battre pendant des mois et des mois et des mois. Certains sont passés sur cette chaîne. D'ailleurs, c'est une bonne chose que je crois que quasiment tous les dossiers maintenant ont été résolus. Mais si tu veux, c'est vraiment douloureux, tu vois, d'avoir des comptes. C'est-à-dire que je préfère avoir un mec, presque un locataire, qui me dise écoute, j'ai pas envie de te payer ton loyer. Voilà. Au moins j'ai un humain qui me parle, je reçois tu vois, il y a quelque chose d'humain à humain, même si c'est de la haine, même si c'est. Je préfère ça en fait à une relation robotique avec un bot d'intelligence artificielle complètement éclaté qui te répond n'importe quoi. Donc aujourd'hui, je suis plus en train de me dire, voilà, quel pourcentage de ton patrimoine que tu vas associer à de l'immobilier physique, et quelle est la partie que tu vas assigner en fait à des investissements financiers, actions, obligations, etc. Donc je suis plus en train de gérer ce ratio. Là, je suis à 40-60 à peu près. 40% en immo physique et 60% pour le reste. Et je pense que je pense rester dans ce ratio à peu près, 40-60 ou 50-50. Ça veut dire potentiellement même réinvestir dans l'immobilier. Voilà. Il y a eu tellement d'abus au niveau de ces luttes anti-blanchiment, des condamnations de banques qui font vraiment n'importe quoi, des supports clients qui sont inexistants ou complètement éclatés au sol. Donc j'aime pas du tout ça en fait. Voilà. Alors vous allez me dire la solution c'est Bitcoin, mais bon, Bitcoin c'est ultra volatile et puis c'est des risques de kidnapping tout le temps, donc c'est pas non plus une solution. Il n'y a pas de solution miracle dans cette histoire. C'est juste combien j'alloue à telle classe d'actifs,
combien j'alloue au physique, combien j'alloue au financier, combien j'alloue aux investissements centralisés, combien j'alloue aux investissements décentralisés. C'est plus, une stratégie d'allocation d'actifs en fait. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère avoir répondu à ta question. Je vous souhaite une très bonne journée et si vous avez un commentaire, vous mettez en dessous de la vidéo. Ciao.